Bonjour. Dans cette période pleine d'incertitude, où certains n'hésitent pas à réécrire certains pans de notre histoire, à l'heure où la guerre vient se rappeler à nos frontières, celle de l'Europe, nous avons besoin de sagesse et d'espoir, raison pour laquelle, lorsque la librairie Sorens nous a contactés pour savoir si nous étions intéressés à l'idée d'accueillir Boris Cyrulnik dans nos murs, nous avons immédiatement dit oui. Donc, merci à toutes et à tous d'être venus. Vous êtes très nombreux. Comme vous avez pu le voir, on a dû presque casser les murs pour accueillir tout le monde. Pour cette présentation, c'est Michael Yankou de l'Institut Maïmonide du Montpellier qui va animer cette séance. Et donc, je lui cède, et je cède également à M. Cyrulnik la parole. Merci Fabrice. Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Il est agréable en préambule d'excuser M. Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier et président de la métropole. Le son n'est pas très joli. Vous m'entendez au fond? Le bon protocolaire en préambule, excusant effectivement le premier magistrat de la ville, Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier et président de la métropole, Madame Carole Delga, présidente de la région systémique de la Méditerranée, Madame le professeur Mireille Sobel, présidente de l'Institut universitaire maïmonide de l'Ouest américain. Je salue la présence de nombreuses personnalités, effectivement, politiques, présidents d'associations. En tout premier lieu, M. Hussein Bourgi, sénateur de l'Hérault, M. Charles Lévy, président délégué de l'Institut maïmonide et le président de Séfarine, Madame Brigitte Lacarette, présidente de l'association France-Israël, Fabrice Laurin, ancien président de la CIM, et Roger Borgman, vice-président sortant de la CIM, à qui on doit un très beau hors-série libre, judo-systémie, l'histoire du club. J'aimerais remercier pour la Gazette de Montpellier, Radio Alpha, Cadel, ces médias qui se sont fait l'écho de cet événement. Cet après-midi, nous recevons donc, ainsi que l'a dit très justement Fabrice, avec la librairie Sorens et École Maïmonide, l'Université Paul Valéry de Montpellier, en lien avec l'Institut Maïmonide, le neuropsychiatre, psychanalyste et écrivain français Boris Cyrulnik, une rencontre sous la triple égide. Et il m'est agréable, effectivement, là encore, de remercier tout particulièrement Fabrice, vice-président de Paul Valéry, Fabrice Chonat, directeur de la communication du PV, le professeur Antoine Copelli et Sarah Delin de la librairie Sorens, et effectivement, mentionner aussi, excusez, la présidente de l'université Paul Valéry, Montpellier, à l'INFAS. Avant de débuter cette rencontre, j'aimerais que l'on observe une minute de silence en mémoire de Marc Donnan, prix littéraire de la ville d'Alger en 1956, qui vient de nous quitter ce matin. Je vous remercie. Alors, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, l'auteur, revient à Montpellier avec son dernier ouvrage sur la servitude volontaire de son histoire personnelle. Le célèbre neuropsychiatre est aujourd'hui à Montpellier pour témoigner des dates de son propos. Boris Cyrulnik, le miraculé, pour reprendre les mots de la Gazette de Montpellier, est un invité de marque. Effectivement, et Paul Valéry, Sorens et Maïmonide sont heureux et honorés de l'accueillir. Il présente donc cet ouvrage, Le laboureur et les mangeurs de vent, qui vient de sortir le mois dernier chez Odile Jacob, et dans lequel il raconte comment, enfant, effectivement, il va s'en expliquer abondamment, il a survécu au nazisme. Le neurologue qui analyse les mécanismes de la servitude volontaire, comment certains, effectivement, se confondent au discours ambiant jusqu'à l'aveuglement, quand d'autres
arrivent à s'en affranchir et penser par eux-mêmes. Alors c'est une belle personnalité que nous accueillons, un homme éclairé, un homme bienveillant, qui a un regard effectivement intéressant sur le monde, malgré le traumatisme vécu enfant. J'ai eu le privilège de le questionner il y a 6 ans déjà avec la librairie Sorens en la salle Pétrarque de Montpellier, et il venait de publier Résilience, de la recherche à la pratique. Cette notion de résilience, son terme, son vocal, ce leitmotiv, renaître de sa souffrance, qui lui appartient en raison d'épreuves vécues très tôt, et on songe effectivement à ses parents morts en déportation. Et pourtant, en dépit de ces épreuves difficiles, il s'est construit en plus au départ dans ses lectures d'enfants, c'est la force d'espérer, effectivement, en des héros romanesques qui ont, disiez-vous, je vous cite, transfiguré le deuil de votre enfance en lancinant des désir de bonheur. Et parmi ces héros, par exemple, le Rémi d'Hector Malebranche dans sa famille. Alors, ce qui frappait et suscitait déjà l'admiration, c'est votre regard apaisé, dépourvu de haine, de ressentiment, par un tel comportement et en vous détachant du négatif pour vous orienter exclusivement vers le constructif, n'est-ce pas? Le positif ne dit pas vous-même, Boris Cyrulnik, de devenir un héros, alors un héros vivant, non fictif, donnant des leçons de vie, de confiance, en dépit des écueils qui ont effectivement émaillé dès le départ votre expérience traumatique. Monsieur le héros. Alors, je ne tiens pas forcément à raconter mon enfance, mais j'ai commencé par ça, parce que c'est dans les premières années de notre vie, parfois même dans l'enfance très urbaine. Quelque chose avec le micro. C'est à vous. Dans les premières années faut monter le son. Allô, allô. Vous parlez tout près du micro, mais vraiment très très près. vous entendez mieux comme ça? Manger. Vous entendez mieux comme ça? Plus fort. Alors, effectivement, c'est dans l'enfance préverbale, c'est-à-dire avant les 2-3 premières années de la vie, parce qu'aucun enfant, vous avez sûrement remarqué, qu'aucun enfant ne parle le jour de sa naissance. Sauf un, rappelé, Antoine Joël, qui a à peine né s'est écrié « à boire, je veux mon vin », mais à part Antoine Joël, aucun enfant ne parle le jour de sa naissance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de traces de mémoire. Ça devient une mémoire prénatale. Et c'est dans cette mémoire-là qu'on apprend une vision du monde. On apprend à voir et à sentir le monde dès les premières années d'existence, d'où la nécessité d'offrir un milieu stable à tous les enfants, parce que s'ils ont acquis des facteurs de protection au cours des premières années de leur vie, ils verront un monde plus agréable à voir, et en cas de problème, ils vont être malheureux, mais ils vont surmonter, alors que les enfants qui ont acquis des facteurs de vulnérabilité au cours des premiers mois, des premières années de leur vie, lorsque arrivera l'inévitable problème, ils vont souffrir et ne vont pas surmonter. Donc ça, c'est une découverte récente de neurobiologie qui confirme d'ailleurs étonnamment la psychanalyse, parce que Freud était neurologue. Il y a des gens dans la salle qui croient que Freud était psychanalyste. Il était neurologue. Et sa thèse, elle a porté sur l'instabilité motrice cérébrale. C'était un neurologue. Et je suis très content de la réponse, parce que je vous dis votre question. L'herbe d'un héros, finalement, oui. Alors, il dit finalement, oui. Mais alors, moi, je veux dire finalement, non, je ne suis pas l'âme d'un héros.
parce que les héros sont héroïsés. Quand un homme, quand un groupe social héroïse quelqu'un, c'est aussi signe qu'il y a une énorme difficulté individuelle ou psychosociale. En tant que on n'a pas besoin de héros. En tant que on a besoin de chanteurs, d'écrivains, de footballeurs, mais on n'a pas besoin de héros. Si on a besoin de héros, c'est qu'on est en difficulté. Et qu'on espère que ce héros va nous réparer. Si on gagne la guerre, c'est grâce au héros. Si on perd la guerre, au moins il aura sauvé notre honneur. Donc, non, j'espère que je ne suis pas un héros. Simplement, je commence par un témoignage, parce que je dis que c'est dans ces premières années de mon existence que j'ai appris une vision du monde où j'étais hyper sensible, hyper attentif à tout ce qui annonçait la guerre. J'ai connu donc deux guerres, la Deuxième Guerre mondiale que j'ai subie de plein fouet, puisque j'ai perdu ma famille, que j'ai été arrêté à l'âge de 6 ans et demi, et que j'ai bien compris que j'étais condamné à mort, puisque autour de moi, je le disais. Donc ce n'était pas une promesse intellectuelle, hein, les gens le disaient. Donc, j'ai appris et j'ai connu la guerre d'Algérie. Donc j'ai connu deux guerres. J'étais convaincu que plus jamais je n'aurais à entendre ces bruits d'avion, ces bruits de bombes, ces images d'exode, ces images du cadavre pourrissant par terre. J'étais convaincu de ne jamais revoir ça. Ça revient. Donc ça revient, et pour moi, psychologiquement, c'est le réveil d'une trace que je croyais oubliée, alors qu'en fait, elle était simplement enfouie. Ce n'était pas effacé, c'était enfoui. Et ce qui se passe actuellement réveille ces traces, parce qu'on est tous perdants de cette affaire. Les Ukrainiens, bien sûr, sont archi perdants, les Russes aussi sont perdants, nous aussi, tout le monde entier, puisque la famine vient de réapparaître en Égypte. Le blé n'arrive plus. Donc, la famine vient de réapparaître. On est tous perdants pour une histoire incroyablement folle, et tout le monde entier va en souffrir. Alors, ça veut dire que j'étais convaincu que ça ne reviendrait jamais. Quand j'étais enfant dans les années d'après-guerre, j'entendais dire si la Deuxième Guerre mondiale a existé, c'est parce que Hitler avait une syphilis cérébrale. Et j'avais 6 ans et demi, je me disais, mais en quoi la maladie d'un homme peut expliquer un phénomène mondial où il y a eu 50 millions de morts, où tous les pays ont été ruinés. Mais comme j'étais enfant, je me suis dit, il faut absolument que je fasse des études, que je devienne psychiatre, et bien sûr, je comprendrai tout, et à ce moment-là, j'empêcherai la guerre de revenir. Donc je suis devenu psychiatre, ce qui est la preuve que je n'ai pas réglé tous les problèmes, c'est la guerre. Et en devenant psychiatre, je me rends compte que ce n'est pas la psychiatrie, ce n'est pas la folie d'un homme qui va régler le problème, c'est un phénomène social, psychosocial, c'est un phénomène culturel. Donc ça décale complètement le problème. Effectivement, votre parcours du passe en rappeler celui de Georges Chapal, qui a été pendant la guerre en Mongolie, sous le nom d'enfant de Georges Charpentier, qui était résistant, qui a effectivement une activité résistante soutenue, qui a fait des études comme vous au Congo, qui s'est devenu la plus nouvelle de physique, Georges Chapal. Alors cette expérience invraisemblable, c'est un terme que vous racontez à nouveau dans cet ouvrage, l'amour des mangeurs de vent, qui vient de sortir, n'est-ce pas, chez Odile Jacob. Je vous cite pages 20, 21 et 123. Mon arrestation par la Gestapo française à l'âge de 6 ans, mon évasion dans des circonstances rocambolesques, grâce à une infirmière mangeant du poulet pour me cacher dans la camionnette, puisque je suis en médecin sous une amourante. À 7 ans, j'ai été condamné à mort pour un crime que j'ignorais. Ce n'était pas une fantaisie d'enfant qui jouait imaginer le monde, c'était bien réel, une histoire que vous racontez comme comment on peut conquérir la force de penser par soi-même, la volonté de repousser en prise, de trouver le chemin et la liberté intérieure. Fin de citation. Alors, ce livre, vous le présentez un petit peu partout dans l'Hexagone, on vous a écouté, entendu dans la grande librairie, vous avez été l'invité de nombreux plateaux télé, chez Larousse, chez de France 2, avec en première page, vous disiez effectivement le pantagruel du facétion radio, que la faculté de médecine de Montpellier connaît fort bien, n'est-ce pas?
Voilà. C'est Gustave Doré Gustave Doré, qui illustre Rabelais. Rabelais qui a fait ses études à Monaco. Voilà, effectivement, nous avons un joli souvenir de Rabelais dans la vie de la médecine. Alors, cette expérience douloureuse de reconstruction pour transcender l'adversité, plus tard en admirant selon vous les aventuriers du quotidien que sont les médecins et les écrivains, vous, dont l'enfance a été saccagée par la guerre, vous avez répondu à l'appel de la vie et vous aviez écrit il y a une dizaine d'années, en 2012 plus précisément, Sauve-toi, la vie t'appelle. Vous racontiez, quand je me souviens, par 2 ans plus tôt, en 2010, chez Odile Jacob, un jour de nuit, des inspecteurs français étaient là pour arrêter un enfant de 6 ans et demi. Quel message voudriez-vous transmettre à la jeunesse? Alors, ça m'a posé un problème à l'âge de 6 ans et demi, que je passais ma vie à essayer de résoudre. C'est-à-dire, comment est-il possible que des hommes, avec des revolvers, des armes, des soldats allemands, cantant dans le couloir, la rue barrée comme pour grands délinquants, viennent arrêter volontairement un enfant de 6 ans et demi. Donc ça m'a posé un problème énorme et qui m'a rendu complètement psychiatre. C'est-à-dire que j'étais obligé de comprendre ce problème, sinon je n'aurais pas affolé. Comprendre, c'est un peu maîtriser la situation. C'était donc la première mécanique de protection. La rage de comprendre, c'était je n'étais plus soumis. Alors que sinon, j'aurais été soumis, c'est ce qui se passe dans les syndromes psychotraumatiques, où les gens ou bien sont confus tellement ils sont affolés, ou bien sont prisonniers du passé. Et moi, j'avais décidé de ne pas être prisonnier du passé, et donc j'avais décidé dans Freud, il est connu à Montpellier, Je pense pas qu'il soit venu. Il est venu, Freud, je pense pas. Mais enfin, il y a déjà pas mal de monde. Et Freud disait, quand on est malheureux, pour être moins malheureux, on se réfugie dans l'imaginaire. Et ce refuge dans l'imaginaire contraint à la créativité, ou bien pour moins souffrir. Et on avait fait une enquête sur le nombre d'orphelins parmi c'est Hénal qui a fait en Suisse, qui a fait cette enquête, parmi les écrivains du XIXe siècle, parmi les cinéastes du XXe siècle, il y a un nombre anormalement élevé, un nombre signifiant d'orphelins. C'est-à-dire que ou bien on reste prisonnier du passé, le vide, le désespoir, ou au contraire on est contraint à la créativité. Et moi, je me suis dit dans mon esprit d'enfant, il faut que je devienne psychiatre pour empêcher que ça revienne, et j'ai réussi à devenir psychiatre, neuropsychiatre, puisque je suis un archéopsychiatre avec d'avant 68, où les deux disciplines ont été réunies. Et donc, ça veut dire que si j'ai réussi à peu près, c'est un bénéfice secondaire de la névrose. Si j'avais été équilibré, j'avais tenté cette aventure folle. J'aurais appris un métier pour gagner la vie dans une famille. Donc le fait que je tente des aventures, des études folles dans un contexte fou, c'est un bénéfice secondaire de ma névrose. Malheureusement, je vais mieux, et ça me permet d'analyser tristement ce qui est en train de se remettre en place aujourd'hui, comme si l'histoire ne servait à rien, comme si la mémoire ne servait à rien, comme si les témoignages ne servaient à rien. Il faut qu'on repasse exactement par les mêmes tragédies, les mêmes mots, les mêmes images qui doivent être repassées. Effectivement, dans votre bel ouvrage, par métaphore, vous opposez le laboureur qui a les pieds sur terre, dans la glaise, peut-être la tête dans les étoiles, pour reprendre aussi ce que disait le regretté Georges Frêche, dont le savoir est laborieux, les exemples positifs aux mangeurs de vent, les exemples négatifs, complices de tyrans qui les asservissent. Et vous dites, page 103, les mangeurs de vent ignorent le savoir de laboureur. Le laboureur parle de succès, labeur, travail, n'est-ce pas, orare, parler. Le bonheur des laboureurs, je vous cite encore, élabore un savoir éprouvé et sensoriellement, touché, palpé, écouté, comme le font les praticiens qui sont sur les terrains. Vous développez ? Alors voilà, c'est deux modes de savoir. Il y a le savoir des laboureurs, de ceux Rabelais, notamment, qui étaient labourés. Ça a donné le mot français élaboré, c'est-à-dire élaborer.
savoir qui a les pieds sur terre et qui s'oppose à un savoir délirant, privatif, délirant, en dehors du sillon tracé sur la terre. Et il peut y avoir une logique délirante, il peut y avoir des délires logiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui construisent un système de représentation logique, cohérent, complètement délirant, complètement réalité sensible. Alors pour illustrer cet exemple de raisonnement, de délire logique, j'étais invité en Martinique il y a 2 ans, où l'histoire de l'esclavage me préoccupe encore aujourd'hui, parce que le poids de l'esclavage s'est transmis à travers les générations. Et donc ça me préoccupe encore beaucoup aujourd'hui. On m'a montré une archive où un écrier disait il ne faut pas supprimer l'esclavage parce que sinon le prix du sucre va augmenter. Ce qui est vrai, ce qui est logique, ce qui repose sur un postulat délirant et criminel. Il faut donc continuer l'esclavage de 20 millions de personnes, détruire leur culture pour que le prix du sucre n'augmente pas. Ce raisonnement stupide et criminel, on l'entend à nouveau. Ou pour, on est en train de donner de l'argent à Poutine pour en mettre sur gaz pour qu'on puisse passer un hiver tranquille, et cet argent lui sert à acheter des armes et à payer des mercenaires. Donc on est en train de refaire comme si ça ne servait à rien. Donc c'est vrai. Alors à l'opposé, donc le savoir du laboureur, c'est le praticien que j'ai été, c'est les mères de famille qui ont un savoir, tiens, il ne pleure pas comme d'habitude, tiens, il n'est pas bien, pourquoi est-ce qu'il n'est pas bien? Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je suis mère de famille, mais je sais qu'il n'est pas bien. Donc ça c'est le savoir des laboureurs, c'est le savoir des praticiens, c'est le savoir des pêcheurs. J'habite à la Seine, où il y a l'Institut de biologie marine, et il y a des pêcheurs qui ont un savoir, ils savent quand il faut pêcher, comment il faut attraper un poisson, et ce savoir est totalement différent des biologistes qui font de l'éthologie des animaux marins, qui est un savoir aussi, mais c'est un savoir de complets qui ne savent pas pêcher. Et on les mettrait dans un bateau, ils sont incapables de ramasser le poisson. Donc ce n'est pas le même savoir. Et les deux savoirs sont respectables. Or, dans nos universités actuellement, on a un savoir complet de la réalité sensible. Et alors que dans beaucoup d'autres pays, la formation des jeunes est beaucoup plus enracinée, beaucoup plus pratique. Et ça fait donc, on ça à l'étranger, on va à l'étranger, on retourne de faire une formation beaucoup trop complète du réel. Et dans les années qui vont venir, il va y avoir une réforme énorme à faire. Donc votez bien dimanche prochain. Parce qu'il va y avoir des réformes. On va voter Le Pen. Après les périodes de catastrophe, on voit toujours, que ce soit une catastrophe naturelle, tremblement de terre, tsunami, que ce soit une catastrophe culturelle, la guerre, le virus, il y a des millions de virus autour de nous et il n'y a pas d'épidémie. Les virus, on en profite parfois dans nos intestins, les bactéries aussi. Ce qui provoque des épidémies, c'est la civilisation. Les virus, il y a tout le temps. Et ce qui provoque l'épidémie, c'est l'hyperconsommation, l'hypercirculation. Or, il va falloir affronter ces problèmes dans les années qui viennent. Ou bien on remet en place la manière de vivre qu'on a fait ces dernières années, et dans 2 ans, il y aura un nouveau virus. D'ailleurs, je suis convaincu qu'on entre dans le siècle des virus, comme il y a eu le siècle des bactéries, le siècle des pestes. Et on voit qu'après les siècles des pestes, la merveilleuse technologie de la roue de la soie, qui était artistiquement, techniquement, le transport, les bateaux, la soie, le décor, c'était une merveille technique qui transportait le bateau avec des réserves, donc le rat avec des bus qui transportaient Yersinia, le bassin de la peste. Et en 1348, on n'avait pas compris qu'il fallait faire le confinement pour se protéger. En 1348, un bateau arrive à Marseille. En 1350, un Européen sur 2 est mort. Et en 1350, quand la vie a recommencé,
il a fallu tout repenser. 1720, une autre épidémie repart de Marseille, et cette fois-ci, on avait compris que le confinement était une protection. Donc, l'armée à Nice, l'armée du duc de Savoie, et en France, on encercle les Marseillais avec l'armée, et quand un Marseillais voulait fuir Marseille, l'armée l'a battu. Alors ça, c'est le confinement, on apprend à côté, c'est très difficile. Et les beaux murs d'Avignon qu'on voit, c'est que les Avignonnais, très généreux, avaient construit ces murs tout à l'eau pour empêcher les Marseillais d'entrer dans la ville. Donc, ça s'est répété, les siècles des places, ça s'est répété régulièrement. Et puis les guerres sont aussi des catastrophes culturelles, et les guerres sont toutes déclenchées pour des récits invraisemblablement idiots. Méfions-nous des récits idiots, c'est ce qui marche le mieux. Si vous ne croyez pas, maintenant, actuellement, on est à peu près dans les librairies. Je ne sais pas tout, mais j'ai lu quelques pages. C'est incroyable que les hommes, les Allemands cultivés, quand j'entends parler de la barbarie allemande, c'est pas vrai. C'était la pays le plus cultivé de l'Occident. Il y avait des musiciens, des scientifiques, des médecins. J'ai été invité à Berlin et j'ai vu les congrès d'anthropologie de 1935 et 1937. Il y avait la parité. Il y avait des beaux jeunes gens, bien élevés, qui faisaient des études d'anthropologie, et ces beaux congrès, ces beaux jeunes gens, étaient instruits par le bon docteur Mengele. On ne peut pas dire que c'est un débile, on ne peut pas dire que ces jeunes gens étaient des débiles, simplement ils ont appris à réciter un récit coupé de la réalité sensible. Et ils ont cru à ce récit invraisemblablement stupide, au point que on leur disait, c'était écrit, la tragédie était écrite dans les corps. On leur disait, il suffit de tuer les juifs, les gitans, les malades mentaux, ceux qui trouvent l'ordre public. Et une fois que vous aurez tué à peu près une vingtaine de millions de personnes seulement, vous aurez apporté 1000 ans de bonheur à la belle civilisation arienne. C'est écrit à peu près comme j'exagère à peine. Et il y a dedans, il est écrit, j'ai une amie, j'ai des amis, alors je prends le livre, je retrouve des archives de témoignages d'enfants qui étaient dans les jeunesses sibériennes. Et le gars qui a fondé les jeunesses sibériennes s'appelle Baldur von Schirach. Il faut le faire quand même. Il s'appelait Baldur von Schirach, et il montre les jeunesses, et il invente les jeunesses hitlériennes en 1923-24 à peu près. Les gens que j'ai interrogés m'ont raconté une jeunesse heureuse, follement heureuse. Ils ont gobé, mangeant du vent. Ils ont gobé un récit fondé sur rien, comme l'esclavage. Alors l'esclavage était fondé sur le sou, sur le bénéfice. L'esclavage, c'était fondé sur rien, une représentation, un fantasme. Donc c'était un crime organisé, prévu, qui rendait heureux les enfants, les petits garçons et les petites filles étaient convaincus qu'ils allaient apporter millions de bonheur à l'espèce humaine, puisque c'était la phrase d'Hitler. Et on leur disait aux filles, vous êtes belles, ce qui est certainement vrai, mettez au monde le plus d'enfants possible, des garçons de préférence pour faire la guerre, et accouplez-vous avec des beaux étalons blonds, et à ce moment-là, vous apporterez l'île en bonheur à la race supérieure, c'est-à-dire aux bons ariens, si vous permettez, c'est-à-dire les ariens blonds aux yeux bleus, la race supérieure. Ce que je conteste fortement, parce que nos études scientifiques démontrent que la race supérieure, c'est les chauves. Je pense. C'est vrai, c'est la chose. Donc là, un exemple de mangeant de vent. Et ces mangeants de vent, ils ont marché. Les enfants, au moment de l'effondrement du racisme, les enfants, les adolescents continuent à croire à ça. Et ils se sont fait tuer en masse. Et allez au mémorial de Caen, vous verrez des cimetières avec des garçons âgés de 12 à 14 ans. Les Américains arrivaient, de loin, ils voyaient un uniforme avec un fusil, ils tiraient.
Et c'est en arrivant sur le port qu'ils voyaient qu'ils venaient de tuer un petit garçon.